Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Passion Auto, une émission que vous adorez, j'en suis convaincu. En tout cas, les commentaires qu'on reçoit jusqu'à présent sont plus que positifs. Cette semaine à l'émission, on a bien sûr notre chronique Entretien avec Benoît Charette. On aura le film à Cinépark, c'est Need for Speed. On aura bien sûr beaucoup d'actualités, mais d'entrée de jeu, on vous présente l'essai du Ram TRX. Deux chevaux. Et ils sont tous là. Je les ai comptés, l'écurie est pleine, puis ils sont enragés. Certaines personnes vont dire « Ah, vous essayez encore le TRX » ou d'autres vont dire « Vous êtes pas tanné d'essayer des 6,2 litres? » Tanné d'essayer 6,2? Le Ram TRX est un monstre de performance inégalé. À un point tel qu'il se positionne dans une catégorie qui n'existe tout simplement pas. Vous vous dites « Ah, mais il y a Ford Raptor! » Non, rien à voir. Comme si de rien n'était. C'est d'ailleurs la première camionnette équipée d'un système de départ arrêté. Ou disons plutôt, un launch control. Je serais curieux d'essayer le launch control sur le sable. Oui, on a assez d'espace en plus en avant. On a quoi? 200-300 pieds. Voici donc la toute première camionnette ultra performante. Le 0-100 en 4,6 secondes, et cela malgré ses 6350 livres. C'est plus rapide qu'une Dodge Viper de première génération. Le Ram n'est pas le premier à arborer le badge TRX. En 2005, c'est l'ensemble de la flotte de camions, incluant le Dakota, le Ram 1500 et le 2500 HD qui le portaient. Cela comprenait des ajouts mécaniques modestes et ciblait davantage des propriétaires de hors-route que de performance. Le TRX 2021, en revanche, est entièrement différent. Motorisation V8 6,2 litres suralimentée par compresseur et emprunté au L4. Il a une capacité de remorquage de 8100 livres et chargement de 1310 livres. Le meilleur parmi l'ensemble de la catégorie des camionnettes. En comparaison au Ram 1500, le TRX gagne également 8 pouces de large et 2 pouces en hauteur, avec une garde au sol de 11,8 pouces. En d'autres mots, ce monstre de performance est également un monstre de conduite hors route. La roue de secours dans la boîte, c'est une option de 1000 $ qui n'est pas si exagérée que ça, surtout pour avoir... Mais vous avez quand même droit à un pneu pleine grandeur sous la boîte. Avec autant de pneus de secours, il peut y en avoir des bad là. Pour l'intérieur, c'est très bien fini, ce qu'on est habitué chez Ram. Mais je vais faire une petite parenthèse par rapport au régulateur de vitesse. Vous avez le choix d'un régulateur de vitesse adaptatif, ce que je déteste, et un cruise control conventionnel, comme on les aime. Le système d'infodivertissement, vous pouvez contrôler entièrement tout ce qui est performance, comme tous les véhicules qui sont équipés du moteur L4. Et vous avez une petite plaque commémorative qui vous dit à quel point vous avez augmenté votre testostérone avec l'achat de ce véhicule. Oh! J'aime aussi le petit dessin qui est dans le fond de la coudoir, c'est-à-dire où l'on voit un Raptor, un T-Rex et le TRX suivi d'un humain pour faire un beau petit clin d'œil à Ford, pour ceux qui n'ont pas compris. Ah, c'est ça! T-Rex, Ford. On a aussi en option un énorme toit panoramique. Je vous dirais par contre, si vous utilisez votre TRX pour ce qui est fait, c'est-à-dire sauter des dunes de sable, prenez-les pas. Ça doit être testé, mais disons que j'ai pas une confiance absolue. En gros, si vous vous demandez qu'est-ce que je pense vraiment du TRX, ça, c'est du débattement. Ah oui, puis on a ça aussi comme débattement.
Mais c'est de l'autre côté, on s'en Vous en voulez un? Il vous faudra débourser plus de 100 000 $ pour un TRX. Vous trouvez ça cher? Mais c'est aussi habile qu'un side-by-side, aussi performant qu'une voiture sport, et vous avez les capacités de remorquage d'un camion. Ouais, mais c'est 27 litres au 100. Mais c'est tous les véhicules combinés ensemble. À un moment donné... C'est ainsi qu'on peut se dire au diable la consommation. Si le public demande un monstre capable d'engloutir un Raptor d'une demi-tonne, le public le recevra en triple. Effectivement, puisque Chevrolet se joindra à la lutte dès le printemps 2022 avec un modèle ZR2 de plus de 700 chevaux. Évidemment, Ford n'a pas dit son dernier mot, puisqu'une version R de son Raptor empruntera le V8 5.2 litres de la GT500 et sa puissance avoisinera les 760 chevaux. Pour les écolos, bonne nouvelle, la fin approche pour ces dinosaures. Mais pour les amateurs de performance, la météorite approche. Dépêchez-vous. Si vous avez écouté notre chronique sur les batteries il y a quelques semaines, il y a une chose qu'on vous a peut-être pas dit. Les voitures modernes aujourd'hui ont beaucoup plus d'électronique, beaucoup plus d'électrique. Et ça draine les batteries. Puis le problème... Salut, Hugo. Bonjour, Benoît. Le problème, Hugo, c'est qu'on n'a pas vraiment changé les batteries depuis toutes ces années-là. Non, exact. On est encore avec des vieux concepts de batteries sur des voitures modernes qui tirent pas mal plus de jus qu'avant. Exact. On s'en vient avec les batteries AGM. C'est les mêmes batteries qu'avant, mais avec beaucoup plus de demandes de courant. OK. Donc, pour pallier à cette situation, on a aujourd'hui deux choses à vous présenter. D'abord, ça, c'est des charges de maintien. C'est ça, des chargeurs intelligents. Chargeurs intelligents. Donc, si vous voulez maintenir la charge de votre batterie ou en redonner, on vient ici. Exact. Mais aussi, on va parler que si vous êtes en panne, on vient ici. Oui, survolteur. Parce que ça, c'est des survolteurs. Bon, parle-nous un peu de ce qu'on a. On en a sorti un de la boîte, un peu pour donner une idée. Ça maintient la charge de la batterie. Oui. Donc, si vous êtes, par exemple, on est en pleine pandémie, l'auto reste dans le garage, on s'en sert pas gros. D'un coup, on va aller faire notre épicerie du vendredi. Plus de jus. Puis ça, si on est dans le garage, on est chanceux. Et dehors, la plupart assez des gens souvent. à l'extérieur. Et à moins 25, comme on a eu cet hiver, Exactement, sans c'est ça. OK. On sort, on va juste à l'épicerie, banc chauffant, volant chauffant, ainsi de suite. Ça draine la batterie, on l'arrête après, puis on fait pas de route, on fait pas rien. Souvent, on va pas loin. C'est ça. Donc, on se donne pas la chance de donner un peu d'énergie à la batterie. Exact. Donc, qu'est-ce que ça fait? Là, on le voit ici. On a deux prises qui vont évidemment sur la batterie. Oui. Puis on branche ça au mur. Exactement. Ou on a petits adaptateurs qui vont directement sur la batterie. Oui, pour être permanent. Puis moi, j'en ai un allume-cigarette. Oui. Fait que tout ça existe. Tout existe. On branche ça et ça va maintenir la charge qu'il y a dans la batterie. Donc, si vous ne l'utilisez pas pendant 4, 5, 6 jours, pas de problème, il va partir aussi bien pareil. Exactement. Il faut qu'il soit branché. Oui, évidemment. Puis, c'est une charge lente. Donc, tu sais, ça peut prendre une journée ou deux le charger. OK. Mais si on le fait régulièrement, on n'aura jamais de problème. Puis comme c'est un chargeur intelligent, quand il atteint la charge Il arrête. optimale, il arrête tout seul. Exactement. Ouais. Si on veut faire le travail plus vite, si votre batterie est faible, mais que vous voulez aller un peu plus vite, il y a lui au bout ici. Exact. C'est toujours un chargeur intelligent, OK. mais lui va jusqu'à du 10 ampères et on peut en avoir 20 et plus. OK. Tandis que celui-là, c'est du 2 ampères. Fait que ça va charger Fait que beaucoup le plus 10 vite. ampères, vous mettez ça, mettons, le soir avant de vous coucher, puis le lendemain matin, la batterie est à pleine charge. Exactement. OK. Ça va plus vite. C'est un peu ce que les ateliers mécaniques utilisent depuis. Oui. Si vous êtes en panne, là, on va de ce côté-ci. Oui. Moi, je me souviens de ça quand j'étais plus jeune. C'était à peu près le format que tout le monde avait, pas pratique tellement ou que c'était assez encombrant. Mais ça fait la même chose. Là. Ça fait la même chose. Et on garde l'énergie combien de temps si vous avez à... Vous, mettons, là, il est dans l'auto depuis je sais pas combien Ça de peut mois. durer jusqu'à 1 an dans l'auto. OK. Donc, si on la le garde, puis c'est le bon vieux, c'est le booster, là. comme on les Exactement. appelait. OK. C'est la grosseur d'une boîte de mouchoir. Ouais. Fait que ça prend pas de place. Puis, il y a des forges de 500 jusqu'à 2000 ampères et plus dans la Oui, main. puis il y en a même sur roulette les gros, là. Ça, existe c'est plus toujours? des chargeurs. Ça, c'est des chargeurs, c'est Exactement. vrai, OK. Après convoyés. ça, on a, comme vous voyez, le gros survolteur Ouais. que les ateliers mécaniques utilisent souvent. On est rendu avec des batteries au lithium-ion à l'intérieur.
des chargeurs intégrés. Donc, on perd plus le chargeur, on branche une extension, c'est tout. Donc, 2 solutions, mais ça, pour les gens qui ont peur que leur batterie perde de l'énergie, c'est vraiment la bonne solution. On achète un chargeur intelligent avant un booster. Oui, absolument. Ben, en tout cas, merci. Je pense qu'on a appris. Quand EA Games se lance au cinéma, ça donne ce que ça donne. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour faire un survol rapide de la franchise, le nom Need for Speed vient directement d'une scène dans le film Top Gun. C'est en 1994 que la bannière sort son jeu vidéo créé à partir des studios canadiens de EA Games. Le jeu sort sur la PlayStation et PC, mais aussi sur la 3DO et plus tard, la Sega Saturn, une autre époque. En 1998, la police s'en mêle pour le 3e de la série avec Hot Pursuit. Mais c'est en 2003 que la bannière prend son envol avec Need for Speed Underground. Les ventes du jeu explosent avec 10 millions de copies vendues. 25 versions de la licence sont sorties de 1994 à aujourd'hui. Donc, son succès est indéniable. C'est alors que EA Games se dit que sortir un film pourrait être une bonne idée. Mais il y a un mais. Les adaptations de jeux vidéo à succès qui se tournent vers le cinéma n'ont pas toujours été des succès au grand écran. Le bal commence en 1993 avec Mario Bros, une production désordonnée qui avait troqué le ton joyeux des jeux vidéo pour un look sombre. Le film était un flop et d'autres ratés comme Street Fighter ou Double Dragon ont suivi, bien que Mortal Kombat et la franchise Resident Evil en 2002 se sont démarqués. Need for Speed devait être un film qui respecte les fans tout en restant grand public, donc la pression était grande pour faire un exemple de succès pour un jeu retransmis en pellicule. C'est pas ça qui est arrivé. Quelque chose d'essentiel manquait. Malgré un budget de 66 millions, le scénariste choisi fit un travail exécrable. Et pour garder sa dignité, je ne nommerai pas son nom. George Gatton? Matt. Non, mais inquiète-toi pas, là, pour que le monde se rappelle du nom de George Gatton, faudrait dire George Gatton au moins comme 4 fois. Bon, ben alors tu... George Gatton. Il y a tellement de problèmes avec le script qu'il en est difficile de savoir par où commencer. On dirait un dialogue de pièce de théâtre d'été mélangé avec un complot de vengeance désespéré, dérivé, une romance prévisible et les personnages de base avec des idiosyncrasies douloureuses exagérées. Idiocratie. C'est pas la même chose. L'idiocratie est un terme pour définir un gouvernement qui est régi par un ensemble de personnalités incapables, particulièrement imbéciles. Et l'idiosyncrasie est un caractère propre, individuel à chacun. Je vais vous faire un survol des choses qui ne fonctionnent pas. Au début du film, nous avons droit à une course de rue avec un prix de 5 000 $ pour le gagnant. Dans cet esprit, vous ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un gros budget organisationnel. Mais nous avons droit à des trackers de voitures, des caméras embarquées, des routes fermées et un observateur dans un avion. Et tout ça pour, je le répète, 5 000 $. Le personnage principal, interprété par Aaron Paul, qui fait du très bon boulot, soit dit en passant, est un mécanicien surdoué qui a de la peine à arriver à chaque mois. Déjà là, t'es un des meilleurs, mais t'as pas de clients. Ils sont là, ils jouent au PlayStation, boivent de la bière, le garage est vide, mais vous êtes supposé être bon. Le méchant leur donne le contrat de continuer le travail de Carroll Shelby sur une Mustang qui va se vendre 2,7 millions. Une Mustang. Notre méchant, un millionnaire sans cervelle, prête 2 des 3 Koenigsegg Agera R appartenant à son oncle pour une course. Tout ça pour prouver qui a la plus grosse caquette et en échange donner le profit de la vente de la Mustang au personnage principal. S'il gagne. Le parfum fait lui-même perdre le contrôle d'une des Koenigsegg, qui a une valeur de 2,5 millions, pour faire un profit de 2 millions. Et cause la mort d'un des amis de Toby Marshall, le personnage principal. Jesse Pinkman. Hein? C'est pas Aaron Paul? Oui. C'est Jesse dans...
Breaking Bad. Pour en dire un petit dernier, le prix de la course finale est de gagner toutes les voitures de la course. Mais le gagnant finit seul, puisque le reste des voitures sont des pertes totales. On va dire une affaire, le scénariste n'est pas un comptable. Malgré tout, le réalisateur Scott Waugh a fait du bon travail. Très peu expérimenté, il était à son 3e film seulement. Règle numéro 1, pas de CGI, juste du vrai. Il veut créer un film de voiture au même titre que le French Connection ou Bullet. Et c'est réussi, sans oublier de bien respecter l'essence des jeux. Le film est inspiré plus précisément du jeu sorti en 2011, Need for Speed The Run, qui avait une histoire de base avec la mafia. Mais beaucoup d'éléments nous rappellent la franchise au fil du temps. Et je vous ai fait un top 5. Numéro 1! La course culminante du film s'appelle The DeLeon. Le nom n'est jamais expliqué. C'est le nom de famille de Cesar DeLeon, un personnage dans Need for Speed The Run. Coudon, c'est-tu George Garton qui écrit ton top 5? C'est un peu médiocre, là, comme premier numéro. Numéro 2! Le graphique général pour suivre les courses en temps réel ainsi que le tableau de bord de la Ford Mustang sont des éléments des plus reconnaissables du jeu Need for Speed. Les cinéastes ont judicieusement apporté le tableau de bord des jeux pour devenir le tableau de bord de la Ford Mustang. Numéro 3. Les points de contrôle ou checkpoints apparaissent tout au long de la course finale. Un beau clin d'œil aux courses du jeu. Numéro 4. Les joueurs apprécieront les scènes à la première personne quand Toby conduit. Une prise de vue utilisée dans le jeu. Numéro 5. Les décors ont été soigneusement choisis pour faire le parallèle entre le jeu et le film. Pour ne donner que quelques exemples, la scène dans le désert nous rappelle les scènes en Arizona et la course finale est tirée directement du jeu Need for Speed 2, voyageant le long de la côte jusqu'à l'arrivée d'un phare. L'élimination de chaque voiture pendant la course est influencée par le défi Knockout. Même les voitures utilisées comme éléments de décor s'y retrouvent. Une grosse partie de la préparation au tournage ont été pour la fabrication des voitures. Vous imaginez que faire des dommages, voire détruire des voitures de plus de 2 millions de dollars aurait fait gonfler le budget et causer la disparition de voitures qui sont des pièces presque uniques, comme cette Lamborghini Siesto Elementor. C'est la firme Race Car Replicas qui était en charge de construire une quinzaine de voitures en seulement 6 mois. Parmi les plus remarquables, citons une sélection de répliques comme la Koenigsegg Agera, une Bugatti Veyron, une Saleen S7 et une McLaren P1. Une dizaine de caméras scrutent chaque détail des voitures, donc les répliques doivent être parfaites. Mais quand le nom du film est Need for Speed, les voitures se doivent d'être aussi rapides. C'est pourquoi que chaque réplique était équipée d'un châssis tubulaire pour permettre une légèreté, mais aussi une sécurité pour les pilotes. Et pour finir, un moteur V8 Chevrolet LS pour donner toute la puissance nécessaire. Need for Speed aurait dû être une franchise rentable et populaire. La série NFS est le 2e plus grand vendeur chez EA Games. Derrière... Grand Theft Auto? Non, ça c'est Rockstar. The Sims, qui est, de loin, le plus grand succès de la compagnie. Et ce, même si Need for Speed dépasse les 100 millions de copies vendues. Mais le script boiteux du film a causé la mauvaise critique générale. Un 2e serait sur la table à dessin, mais George Garton serait encore en charge du script. Ils ont rien compris. On a juste une chance de faire une bonne première impression. La 2e, si 2e il y a, devra être beaucoup plus élaborée dans le contenu, tout en gardant le contenant toujours aussi authentique. Je comprends pas. Un meilleur script, mais gardant encore les images badass. Reste que le film est un incontournable pour tout amateur de sens. N'oubliez juste pas de laisser votre cerveau à off. J'espère que l'émission vous a plu jusqu'à présent. Bien sûr, on va terminer avec un peu d'actualité. Il y en a quand même pas mal cette semaine. Entre autres, avec la crise des puces électroniques, malgré tout cela, les ventes de véhicules neufs ont bien été en 2021. Dites-vous bien une chose, c'est qu'aux États-Unis, on a vendu au-delà de 726 000
Ford série F en 2021, strictement aux États-Unis. C'est incroyable. Bien sûr, ça comprend les F-150, F-250, F-350, F-450, enfin, toutes les déclinaisons de la série F, mais quand même, c'est le véhicule le plus vendu au monde. Du côté des concessionnaires Toyota un peu partout, on parle toujours, bien sûr, de cette fameuse Corolla, Toyota Corolla Hatchback, la version GR. J'ai posé la question à la direction de Toyota Canada. Bien sûr, on s'est refusé à tout commentaire. On n'a aucun détail sur la voiture. En tout cas, on ne veut pas m'en parler. Mais chose certaine, c'est que ce véhicule-là devrait débarquer chez nous au Canada. Cette Corolla survitaminée, on parle d'un moteur 3 cylindres de 1,6 litres, turbo-compressé sûrement, mais on parle de 300 chevaux. Si vous êtes amateur de véhicules électriques, sachez que la Volkswagen ID4, si vous voulez vous en procurer une plutôt aujourd'hui, il faudra attendre probablement encore un bon bout de temps, puisque l'usine de Chattanooga aux États-Unis, qui se doit d'être transformée pour la fabrication de l'ID4, c'est pas complété encore. Et pour l'instant, ceux qui ont déjà précommandé la Volkswagen électrique il y a déjà un bon bout de temps, devraient commencer à prendre livraison de leur véhicule d'ici 3 mois, peut-être plus. Cadillac aussi a dévoilé il y a quelques jours une version V de son Escalade. C'est l'Escalade de la puissance, c'est le cas de le dire, sans faire de jeu de mots. Mais le véhicule semble beaucoup plus agressif et ce nouveau Cadillac Escalade s'inscrit dans la lignée des versions Blackwing qu'on a présentées l'été dernier. Et finalement, si vous êtes toujours amateur de camionnettes pleine grandeur, mais que vous aimez aussi les performances, sachez que Shelby offre maintenant un F-150 Raptor Shelby, bien sûr qui a été modifié. Il offre une puissance accrue par rapport déjà au F-150 Raptor. On parle de 525 chevaux et de 610 livres-pieds de couple. Voilà, c'est ce qui complète notre actualité pour cette fois-ci. Bien sûr, l'industrie automobile ne chôme jamais. Donc, dans les prochaines semaines, on aura droit encore une fois à de belles nouvelles de ce côté-là. D'ailleurs, pour la prochaine émission de Passion Auto, on vous présentera l'essai du Grand Wagoneer, ce gros, mais immense véhicule de Jeep. On aura bien sûr notre chronique entretien. On parlera également du dernier film de James Bond, bien sûr ses applications automobiles, il y en a quand même pas mal. Et on terminera bien sûr, encore une fois, avec beaucoup d'actualités. D'ici là, surtout, bonne route, soyez prudents.